Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue à ce webinaire proposé par l'Association d'aide aux personnes infertiles Les Cigognes de l'Espoir, dont le site internet est www.lescigognesdelespoir.com. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité. Pourquoi Noël est-il une période difficile pour les personnes qui essayent d'avoir un enfant en vain? Pour en parler ce soir, Madame Johanna Caffo. Johanna Caffo est psychothérapeute spécialisée en infertilité et elle accompagne des personnes en parcours de PMA ou rencontrant des difficultés à devenir parents. Bonsoir Johanna. Bonsoir Philippe. Johanna, peux-tu te présenter en quelques mots? Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être avec toi. J'espère avec d'autres personnes aussi. Je suis psychologue, psychothérapeute. Je suis d'origine polonaise et je travaille dans le sud de la France, à la Colle-sur-Loup. Par contre, je travaille beaucoup en ligne. Et depuis quelques années, je me spécialise dans l'infertilité. C'est aussi mon parcours d'il y a quelques années. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré votre association. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Après l'intervention de Johanna, il y aura une session de questions-réponses. Vous pouvez donc envoyer vos questions pendant toute l'intervention de Johanna, mais elles seront traitées à la fin dans l'ordre d'arrivée pour ne pas perturber la présentation. Johanna, on va commencer. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Et bon, c'est la période qui est difficile. C'est pour cela je proposais à Philippe et on s'est dit que ça peut être une bonne idée de voir comment on peut, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, s'occuper de cette période, mais surtout des émotions qui apparaissent pendant cette période. Donc, bonsoir pour les personnes qui viennent d'arriver. Et c'est le très bon moment parce qu'on avait des petites complications techniques. On ne peut pas être performant de partout. Je m'appelle Johanna Caffo. Je suis psychologue et psychothérapeute qui travaille depuis quelques années avec le sujet d'infertilité, qui est aussi mon propre expérience. J'aimais bien aujourd'hui vous parler un peu d'un sujet qui nous semble important, comment se renforcer son couple à l'approche des fêtes de Noël, des fins d'année. Donc, commençons par pourquoi cette période est-il tellement difficile? Bon, déjà, les relations sont difficiles. Et qu'est-ce qui se passe pendant Noël? Ben, c'est un peu cette période où on se rencontre avec nos proches et on peut pas nier, on peut nier pendant toute l'année la présence des autres et vivre dans notre petite bulle de sécurité. Mais là, pendant les fêtes de Noël, toute la famille s'est réunie et là, on commence un peu à flipper, à se sentir pas très bien. Être proche, souvent, ça veut dire pour nous être très vulnérable. Pour beaucoup de personnes, être vulnérable, c'est de se montrer faible. Et la faiblesse n'est pas souvent acceptée. On va en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment ce sentiment de montrer la partie la plus sensible, plus intime de nous-mêmes. C'est aussi cette période où on commence à se comparer avec les autres. Peut-être il y aura une cousine qui s'est enceinte ou une amie qui va nous annoncer euh, qu'elle est tombée enceinte. D'un coup, tout ça provoque que la critique interne commence à se réveiller. La critique interne, c'est quelque chose où j'aimais bien m'arrêter un peu. Qu'est-ce que c'est cette critique interne? Donc, critique interne, on parle des sortes de présentations internes, de toute la critique, de toutes les façons de penser, façons de voir la réalité qui étaient intégrées depuis la naissance à l'intérieur. Donc, nous aurons toutes les opinions autour d'être féminin, ça veut dire être maman, autour euh, pourquoi être mère est plus valorisé que de ne pas avoir des enfants.
c'est aussi bien quelque chose qui est à l'extérieur, qui existe dans la société, qui existe dans la culture, qui existe dans la famille, mais avec le temps, ça devient quelque chose internalisé. Donc, ça devient cette partie intérieure de nous. Et cette critique interne, il va nous attaquer dans les moments les plus sensibles. On reconnaît ces critiques internes par les différentes sensations dans le corps. On peut avoir des différents symptômes, mal à la tête, avoir chaud, ne pas trouver la langue, avoir beaucoup des émotions, la gorge serrée, le ventre en boule ou tout ce qui remue à l'intérieur. Pour chacun, c'est différent dans les différentes situations, mais tout ça, ça nous montre la présence de cette petite voix intérieure qui nous dit « tu n'es pas assez ». Il te manque quelque chose. Et pendant cette période des fêtes, ces critiques internes, il va se réveiller encore plus, il va nous maltraiter un peu de l'intérieur. C'est pour cela, savoir qu'il existe, savoir détecter que maintenant c'est lui qui commence à nous envoyer ces petits pensées parasites est très important pour pouvoir l'affronter. Et là, après, on a les différentes façons de vivre avec, de parler avec lui, d'essayer de les faire partir, trouver des compromis, etc. Ça, c'est plus le travail pendant les ateliers ou le travail qu'on fait en cabinet thérapeutique. C'est aussi cette période où on fait un peu les bilans de l'année. D'un coup, on va se retrouver, on va voir un peu en arrière qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 365 jours. Et souvent, ce qu'on ressent, on oublie un peu notre perception, notre cerveau a cette qualité de sélectionner certaines informations. Et même s'il y avait des choses magnifiques qui se sont passées dans nos vies, des victoires au niveau professionnel, des moments heureux dans notre couple, on va se concentrer que sur ça, ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est ces manques, ces vides qu'on ressent quand on n'a pas l'enfant. D'un coup, on va complètement nier tout ce qu'on a accompli. On va résumer cette année à ce manque de l'enfant et le fait que je ne suis pas encore tombée enceinte, qu'on n'est pas encore devenu parent. D'un coup, Noël, ça c'est un peu rencontre avec cet échec, cet événement, cette expérience qu'on vit comme échec. Mais je vais vous inviter un peu plus tard de les voir autrement et vous donner quelques astuces, comment on peut voir cette expérience de manque d'enfant différemment que l'échec. Donc, au moment où on est devant cette décision, aller ou pas aller en fait de Noël, on pèse bien sûr les pour et les contre. Et c'est parce qu'on a ces pour et on a ces contre, il y a un conflit intérieur qu'on ressent à nous. Et c'est ça, ces conflits, ces deux forces opposées qui causent la tension. Donc, d'un coup, nous aurons tout ce qui nous attire vers cette fête de Noël. Je veux y aller parce que, et là, commencez à vous poser vous-même des questions. Pourquoi vous voulez aller? Voir vos familles, passer du temps avec vos proches autour du sapin ou passer les fêtes des fins d'année ensemble. Pour moi, j'ai toujours ce souvenir. Pour moi, Noël, c'est ce moment où, dans ma famille en Pologne, on a cette grande tradition de faire les pains d'épices. Et donc, on fait les pains d'épices, après on les décore, et c'est quelque chose qu'on fait en famille, avec des amis. Ça dure des heures et des heures parce que les pains d'épices sont tout petits et on a des quantités gigantesques. Et pour moi, Noël, même là, maintenant, en pensant à ces moments, je sens cette chaleur, je ressens cette bienveillance. Donc, pour moi, Noël, célébrer ça avec mes proches, c'est de se retrouver un peu plus près de cette énergie, de cette ambiance, de la ressentir un peu dans mon corps autour de moi-même. L'autre question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est de quoi j'ai l'espoir? Je veux y aller parce que j'ai l'espoir de peut-être j'ai besoin que quelqu'un puisse me prendre dans les bras. J'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin d'avoir un regard de ma mère bienveillant et doux.
peut-être j'ai besoin de rigoler, d'oublier un peu, de me détendre, peut-être d'abuser un verre de trop du vin pour vraiment ressentir ce soulagement et ne plus penser au moment difficile. Donc ça, c'est vraiment, faites maintenant ce petit travail intérieur, posez-vous des questions. Parce que c'est très important. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui vous attire vers cette fête de Noël? Mais de l'autre côté, et ça, c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous arrête, qui dit n'y va pas. Donc, demande-toi de quoi tu as peur. Cette peur, c'est une sensation, un sentiment qui est très fort. Il peut être très paralysant. Mais je ne sais pas si ça existe en français. En polonais, il y a ce dicton que les pères, il y a des gros yeux et ils se cachent dans les placards. Mais quand on ouvre les placards, ben on réalise qu'il y a un micro-monstre ou c'est un chat, c'est même pas un monstre. D'un coup, les pères nous font peur quand on ne les connaît pas. D'où cette question, ce n'est pas juste une question banale, elle a vraiment une grande importance. C'est plutôt la réponse qui est tellement importante. Et vous pouvez même vous faire ce petit exercice très simple de vous mettre d'un côté et ressentir qu'est-ce qui m'attire, c'est l'espoir à quoi, pourquoi y aller. Et de l'autre côté, ah mais oui, mais si j'y vais, il y a ça et ça ce qui va se passer et j'ai peur de ça et ça. Ces discussions internes et aussi avec changement de place vous aident vraiment à voir cette tension intérieure à l'extérieur de vous. Donc, en se déplaçant d'un côté à l'autre, on change la perspective. Et cette discussion est beaucoup plus simple qu'avoir cette discussion qui, de toute façon, elle est là, mais elle est à l'intérieur. Comme ça, on la met un peu à l'extérieur de nous et on peut vraiment se placer et voir, approfondir cette expérience pour et contre. Et voilà. Alors, de ça, ce que j'entends, de ça, ce que je me souviens, les choses qui font peur, ça peut être nos réactions à nous-mêmes. Donc, posez-vous cette question. De laquelle de vos réactions vous avez le plus peur? En même temps, je vais dire, si vous voyez des fautes d'orthographe, faites comme si vous ne les voyez pas. On n'est pas parfait, la langue française, elle est super difficile. Je suis sûre qu'il y a plein de Français qui font des fautes, donc excusez-moi si vous voyez les mauvaises terminaisons. J'espère que c'est compréhensible. Donc, les réactions, vous avez peur de quoi? Des larmes, mais peut-être tu as peur de te mettre en colère, peut-être de la tristesse, mais peut-être tu as peur de ressentir pour xème fois cette l'impuissance qui puisse t'accompagner pendant les parcours PMA. Cette impuissance qui est un des sentiments les plus difficiles pour les clientes, les patientes que je rencontre dans mon cabinet, parce qu'on est appris tellement à agir, à être performant, que se sentir impuissant est vraiment une expérience très difficile, mais chaque de mes patientes qui a pu ressentir ça et vraiment retrouver, aller au fond de cette impuissance, a retrouvé quelque chose de très important pour soi dans cette expérience, parce que derrière cette impuissance, on trouve sorte de vulnérabilité, quelque chose de très délicat, très pur, différent pour chacun. Mais tu peux aussi avoir peur de se juste rencontrer avec ces vides, ces manques que tu portes en toi et qui est lié avec manque d'enfant. Ça peut être aussi perdre les contrôles. Alors là, pose-toi les questions. Qui t'interdit de ressentir tout ça? Est-ce que ça vient de la société? Est-ce que ça vient de la culture? Mais peut-être dans ta famille, il y avait la façon de penser que ressentir ou exprimer les émotions n'est pas bien.
La culture, la société, les schémas qui existent dans les différentes familles sont des sources de tous nos pères. C'est pour cela, c'est bien vraiment de les détecter, peut-être même de noter, ah oui, dans ma famille, on disait que il faut être calme et poli à table. Ben, on n'exprime pas, on cache. En polonais, on a ce proverbe que les saletés, on lave à la maison, qu'on ne sort pas des difficultés dehors. D'où beaucoup de personnes se coincent, vraiment serrées dans, dans leur intimité à la maison avec toutes ces difficultés qui ressentent. Ils ne peuvent pas les exprimer à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme une cocotte minute. Cette pression qui est là, qui augmente chaque jour avec chaque échec, avec chaque incel bar sur les tests de grossesse. Et un jour, ça explose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Psst, soulevez petit à petit. Vous allez voir à la fin, je vais vous montrer un petit exercice, petite expérience qui nous aide à petit à petit dégonfler, faire partir toute cette pression. Et pose-toi aussi cette question, d'accord, la culture, la société, peut-être la famille ne laisse pas la place à ces émotions, mais est-ce que toi-même, tu laisses la place à toutes ces émotions? Est-ce que toi-même, tu te permets à ressentir et à exprimer tout ce que tu ressens? Très souvent, la réponse, c'est non. La réponse est non parce que déjà, je vais m'arrêter un peu sur les schémas familiaux. Très souvent, on a des schémas familiaux qui nous interdisent d'exprimer les émotions ou qui nous montrent comment il faut exprimer les émotions, dans quelle façon, comment il faut communiquer, poliment, doucement, chacun qui s'écoute, un qui part après l'autre. Il y a certaines cultures, des conversations, mais il y a des cultures où c'est pas un problème de parler en même temps, de faire plein de gestes. Ça vous fait penser peut-être, je sais pas, aux Italiens, Argentins ou beaucoup des pays africains où il y a la culture de s'exprimer qui est complètement différente. Et on peut parler fortement, on peut faire les bruits, on peut se mettre en colère, exprimer tout ça, et c'est pas un signe de malpolitesse ou de ne pas être bien élevé. C'est juste la culture, un schéma familial ou culturel. Ça peut être aussi un schéma lié avec autour de la faiblesse. Est-ce que dans ma famille, on pouvait exprimer la faiblesse? Est-ce qu'on pouvait montrer notre vulnérabilité? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma famille être faible? Est-ce que c'est de pleurer? Est-ce que c'est de ne pas réussir? Est-ce que c'est de ne pas être performant? Pourtant, montrer sa faiblesse, c'est un signe de la force, d'une force énorme. Il faut vraiment avoir ce courage intérieur pour montrer les ventres, pour montrer ces parties les plus vulnérables et intimes. Ça demande beaucoup de courage. Et les gens qui arrivent à l'exprimer sont plutôt forts, pas faibles. J'entends ça souvent, les gens qui viennent chez psychologue ou chez thérapeute, que ah non, j'y vais pas parce que c'est pour les faibles. Au contraire, rencontrer ces difficultés, c'est plutôt la force, pas la faiblesse. Mais tout ça, c'est lié aussi avec nos façons de penser à nous et aussi ce qu'on a hérité de nos parents, de notre culture. Ça peut être aussi un schéma familial lié avec ce qui est la vraie famille complète. Donc, si la vraie famille complète, c'est la famille avec un enfant, d'un coup, ça peut être difficile pour moi de participer au fait, d'être avec les autres. Et c'est considéré comme une famille en étant que moi et mon partenaire ou ma partenaire. Ça peut être des préjugés autour des rôles de la femme, de la féminité ou de la maternité. Ça existe toujours en France, en Pologne, dans la plupart des pays, que cette image être femme, c'est être mère. C'est tellement lié l'un avec l'autre. Ça commence à changer, mais c'est toujours
encore très liées culturellement. Et enfin, ça peut être des schémas autour de l'impuissance et du contrôle, qui perdent le contrôle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas digne et qui ne se fait pas. Je veux juste voir, parce que moi, j'adore de parler. Ah, ça va. Donc ça nous rencontre avec notre attitude qu'on a quand on se bat pour un bébé. Arrête-toi maintenant, réfléchis comment tu parles de ton expérience. Est-ce que tu te bats pour un bébé? Est-ce que c'est une bataille ou c'est plutôt une expérience? Rien que dans les paroles que tu utilises, on peut voir comment tu vis cette expérience. Quand on se bat, il y a des gagnants et il y a des perdants. D'un coup, il y a une pression énorme. Ce sont des activités orientées vers les buts. On va chercher des solutions. On est toujours en action. D'un coup, c'est toujours un moteur qui marche sans à l'air et notre corps, notre esprit, notre cerveau, il ne s'arrête jamais. Ça provoque ce sentiment d'être coupé de soi-même. Quand on agit parce que quand on s'arrête, on commence à ressentir. Donc, c'est plus simple d'être en action, de faire quelque chose, de contrôler la situation, de trouver encore des différentes façons euh, de travailler avec l'infertilité, de remédier nos difficultés, que de s'arrêter et de faire un petit check-up. OK, alors où je suis avec mes émotions, comment je vais, comment va mon corps, comment vont mes émotions, quels sont mes besoins. Et c'est aussi cette attitude qui cause, qui va jusqu'à la façon de voir l'impuissance comme une faiblesse. Je ne me permets pas de ressentir ni de montrer mes émotions parce que ça montre que je suis faible. Et là, on a ce sentiment de la honte. La honte qui est un petit poison qui commence tout doucement, mais qui peut s'introduire dans toutes les parties de ma vie. D'un coup, c'est plus simple de se battre, d'être dans l'action, que de s'arrêter et de ressentir notre vulnérabilité, vue comme faiblesse. D'un coup, beaucoup d'entre nous ne veulent pas aller à cette fête de Noël pour ne pas ressentir tout ce qui se passe dans leur vie. Parce qu'il y a cette honte, on ne part pas de notre expérience. On ne part pas de ça, ce qu'on vit au quotidien. Et là, on a un cercle vicieux. Je ne pars pas de ça, ce que je vis au quotidien. Je m'isole des autres. La solitude s'approfondit. La solitude fait que je m'isole encore plus, etc., etc., etc. Et cette détresse qui s'approfondit peut être très profonde. On en parle de plus en plus, mais les secrets sont des petits poisons. Les choses non dites sont très dangereux. Donc, souvent, l'effet de ne pas dire aux autres que je suis dans les parcours PMA, de ne pas dire aux autres que j'ai pris le choix de la donation pour devenir parent. L'effet de ne pas parler des difficultés parce qu'il faut plutôt montrer un sourire à table et parler de la météo au lieu de parler de choses vraies mais difficiles, fait que ces secrets, ils s'accumulent. Les secrets font que beaucoup d'énergie psychologique, ils demandent beaucoup d'énergie psychologique. Elle est vraiment figée pour que tous les mécanismes de défense gardent ces secrets. D'un coup, on utilise énormément d'énergie rien que pour garder les secrets. Donc, ce n'est pas du tout écologique pour nos corps. Les secrets provoquent isolement et la solitude. Mais la raison pour garder les secrets ou la silence vient souvent de nos croyances, de nos histoires familiales.
Mais aussi, on peut avoir la peur de sa propre réaction ou de celle des autres. Donc, est-ce que, si c'est ton cas, si c'est votre cas, c'est le moment de se poser une autre question. Quelle attitude de la part des autres est la plus difficile pour toi? Fais un petit stop maintenant et réfléchis. Est-ce que tu as peur de cette question et c'est pour quand les bébés? Ou peut-être c'est plus peur des différentes remarques. Un oncle, on a tous un oncle avec des moustaches qui va dire, ah oui, moi, je vais vous montrer comment faire un bébé. Ou des petites remarques piquantes, souvent pas avec mauvaise intention, mais avec l'ignorance. Et surtout, si les gens ne sont pas au courant de nos difficultés, ils ne peuvent même pas réaliser qu'ils puissent provoquer beaucoup des émotions et la douleur de votre part. Donc, les remarques, quels sont vos projets familiaux ou pourquoi vous n'avez pas des enfants ou arrêtez de penser à vos carrières, c'est les moments pour les enfants. Ils ne savent pas peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes dans les parcours PMA et vous faites tout pour avoir un enfant. Mais peut-être tu as peur de la présence des autres femmes qui sont enceintes ou des annonces de grossesse. Mais peut-être ce sont plutôt des regards pleins de la compassion, mais que toi, tu les ressens plutôt comme la pitié qui te font le plus peur. Donc ça, c'est une partie. Quelle attitude de la part des autres est la plus difficile dans les rencontres familiales? Mais aussi, de quelles réactions je perds? Quelle réaction j'appréhende le plus? Ma propre réaction. Donc, il y a cette réaction extérieure, ces questions, ces remarques, mais aussi, je peux avoir peur de moi-même, que je vais exploser en larmes, qu'il y aura des cris, que peut-être j'aurais envie de pleurer et je serai obligée de me cacher dans la salle de bain. Peut-être j'ai juste peur de me casser en petits morceaux. Il y a des questions, des situations qui nous déstabilisent complètement. Et on sent vraiment à l'intérieur qu'il y a tout qui s'effondre. C'est bon. Mais peut-être c'est perdre le contrôle. Vraiment taper fortement, de dire j'en ai marre, arrêtez, faire la grande crise. Et effectivement, l'effet des cocottes minutes est très important. Si tu gardes tout en toi toute l'année, il y a forte chance qu'avec toutes ces émotions, toute cette ambiance autour, l'ambiance qui est très chaude et très intense, peut-être un peu d'alcool, ça peut exploser vraiment. Mais je peux aussi avoir peur de sa propre vulnérabilité. Il y a cette image des chiens que j'ai toujours. Mon chien, quand il veut montrer vraiment qu'il est avec moi, il monte son ventre. Et là, c'est le geste vraiment de la fidélité, de la confiance. Donc, montrer ses émotions, pour beaucoup de personnes, c'est comme montrer son propre ventre, cette partie de soi la plus intime, la plus délicate, très vulnérable, très fragile, est tellement facile à être blessé, à être abîmé. Donc, il y a une technique pour prévenir tout ça. On appelle ça brûler les bois. Ça vient d'une tradition des Indiens qui partaient à chasser des animaux. Et dans cette tradition, avant la chasse, on prenait les petits morceaux du bois, on les cassait en disant
toutes les choses qu'on a peur dans cette grande bête et un peu en apprivoisant nos peurs, mais aussi cette énergie de cette grosse bête qu'on va confronter pendant la chasse. Donc, brûlons les bois, mais faisons ça dans un environnement sécure et avec des personnes bienveillantes à la maison, avant d'aller à cette fête, avant d'aller à cette rencontre familiale, avec votre mari, votre femme, votre ami. Pas toujours besoin d'aller chez psychologue ou psychothérapeute. Ça peut être vraiment trouver des personnes qui vous sont proches et bienveillantes. Parce que partager les expériences a cet effet magnifique. En partageant, on divise toute cette pression et on soulage les tensions intérieures. Les rencontres avec la famille, avec les proches, ont aussi cette magnifique qualité de la transformation. On est des êtres sociaux, on a besoin des autres pour vivre. Des êtres humains, on vit dans la société et cette société, ces relations humaines nous rendent plus riches. Donc, bien sûr, on peut éviter chaque rencontre. Et il y en a énormément avant Noël, au travail, avec la famille, avec les amis. Mais c'est là où on peut s'enrichir. Donc, donnons-nous cette chance, cette possibilité de la transformation qui vient d'y faire, d'être ensemble avec les autres. J'aimais bien aussi revenir un instant à cette question que tu peux te poser maintenant. Qu'est-ce qui te freine pour exprimer tout ce que tu ressens? Donc, souvent, ça peut être la peur de ne pas être comprise, d'être rejetée ou jugée par les autres. Et si c'est ton cas, c'est le travail avec ton critique interne qui s'impose. En général, ce sont des faux pensées. Les gens ne nous jugent pas, mais si nous-mêmes, on a cette voix critique en nous, d'un coup, on va projeter cette voix à l'extérieur et on va penser que tout le monde nous rejette ou juge. Mais souvent, ce sont nos propres pensées. Il faut les confronter. Et d'un coup, avec le temps, on va voir que la famille, elle est plutôt bienveillante et que dans cette petite question, et l'enfant, c'est pour quand, il n'y a rien méchant et que personne vous juge. Cette peur de ne pas être comprise ou compris est très important aussi. J'aimerais bien m'arrêter une minute. C'est pour cela qu'il y a des associations comme Cigogne de l'espoir et aussi tous les groupes, toutes les occasions de pouvoir se rencontrer parce qu'on sait que partager nos expériences, se retrouver avec des gens qui partagent, qui ont les mêmes vécus est très important. Il y a des recherches qui parlent des niveaux d'oxytocine, donc cette hormone qui se libère aussi au moment où maman elle tient l'enfant dans les bras, qui se libère quand on est ensemble. D'où cette importance de se réunir, d'où cette importance des cercles des femmes, des webinaires, des rencontres, des réunions, des associations. C'est parce qu'on a besoin d'être avec des gens semblables, nous semblables. Ça peut être aussi obligation que toujours ça doit être sympa. J'exprime pas mes émotions, ma colère, je parle pas de ce qui se passe à l'intérieur de moi à table parce que j'étais appris que l'ambiance elle doit être toujours bonne, que il faut veiller que ça soit toujours chaque conversation un peu sur la surface. On va pas dans la profondeur des choses et on glisse, on parle de tout, mais en vrai de n'importe quoi. Ça peut être aussi la peur de blesser l'autrui. Et faisons un petit stop ici. Ça, c'est très important. Très souvent,
avant les fêtes de Noël. D'un côté, j'ai envie d'y aller. J'ai envie ou j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais parce que je prends soin de l'autre, je prends soin de cette relation. Je me dis, ah, ça va la toucher si je viens pas. Ma mère, elle va pas comprendre. Ah non, mais je dois le faire pour elle. D'un coup, par cette peur de blesser autrui, je prends la responsabilité de ces décisions, de ces émotions. Les prix, c'est moi-même. Cette cette attitude de prendre la responsabilité pour les émotions des autres est assez fréquente. On parle souvent, si dans votre expérience, il y avait ce qu'on appelle la parentification, ça veut dire que vous êtes, pour X raisons, vos parents, ils n'étaient pas très présents, soit parce qu'ils étaient malades, soit ils étaient absents, soit peut-être il y avait la présence de l'alcool et ils ne pouvaient pas prendre soin de vous comme il fallait dans votre enfance. L'enfant, il commence à apprendre à jouer le rôle d'un adulte et de prendre soin des autres, prendre cette responsabilité. On grandit, mais cette tendance, cette attitude reste. Donc, réfléchis, est-ce que peut-être c'est ton histoire à toi? Dans ces cas-là, peut-être l'effet de ne pas dire non à ta maman ou tes proches et y aller malgré le fait que tu n'as pas envie d'y aller vient du fait que ben, tu as la tendance à prendre soin plus des autres que de soi-même. Revenons encore à des choses très importantes. Pardon, passons aux des choses très importantes. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en couple qui nous écoutent, mais pour ceux qui sont en couple, il y a une chose très importante. À l'approche de Noël, ou n'importe quelle rencontre avec des amis, avec le monde extérieur, très souvent, on rentre encore plus fâché. On ne s'est pas senti soutenu par les partenaires ou la partenaire. On a beaucoup des attentes envers de l'autre personne, les attentes, comment elle devrait réagir quand il y a toutes ces questions, quand il y a des situations difficiles, mais l'autre personne ne les fait pas. De temps en temps, elle ne les fait pas parce qu'elle-même, elle a vécu des blessures, des traumas parallèles aux vôtres. Elle n'est pas capable de les faire. Mais de temps en temps, elle ne les fait pas parce qu'elle ne sait pas quelles sont tes attentes. Donc, on peut voir aussi les couples comme une force, pas seulement une source de conflit. Je vais d'abord aller peut-être une minute ici. Les couples vus comme une force est une source vraiment de beaucoup de potentiel pour nous. La première chose, première question à se poser, c'est comment se défendre envers des blagues et des remarques. Là, toutes ces remarques que j'ai notées, je suis sûre que vous connaissez, vous avez déjà entendu encore pire, des choses encore pires. Mais si tu ne dis pas à ton partenaire, ta partenaire, quelles sont tes attentes, elle ne peut pas savoir. Donc, avant les fêtes, posez-vous une minute, 5, 30, et commencez ce dialogue. Quelles sont tes attentes envers de moi? Quelles sont mes attentes envers de toi? Quelle réaction je souhaite? Quel comportement? N'oubliez pas que c'est important que deux parties puissent s'exprimer. Et là, c'est la première chose. Je dis, qu'est-ce que j'attends de toi? Et l'autre personne, elle peut, une fois elle sait, elle peut dire, OK, c'est possible, mais elle peut aussi refuser et dire, écoute, non, je ne suis pas capable, je ne veux pas. Et là, on continue à dialoguer. Mais pensez toujours que une question, une réponse. On a cette tendance à, et moi c'est ci, et toi c'est ça, et il y a cette escalation du conflit. Au lieu de dire une information, réponse. OK. Une autre information, question, réponse.
C'est comme ça qu'on résout les conflits. Et aussi penser à cette attitude de soutien. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir besoin? Ça fait probablement un petit moment que vous êtes ensemble, vous êtes en couple. Donc, c'est fort probable que vous vous connaissez bien. Donc, si vous êtes capable et vous avez envie de lui donner ce qu'elle a besoin, il faut juste laisser la place à l'autre. Et là, attention, chère dame, on a cette tendance à agir beaucoup trop vite. Avant que l'homme, il a cette occasion de réagir, de nous défendre, d'utiliser, je ne sais pas, une blague, ben on est déjà là, dans l'action, à changer les sujets, à partir. Pas trop vite. Les hommes, ils savent, en général, ils savent si on les écoute, si on laisse la place, si on est attentif, on ne demande pas qu'ils s'expriment comme nous, mais à leur façon, ils savent comment nous soutenir. Dans les couples, il y a vraiment un potentiel. Et si, après X années d'être ensemble, vous ne vous connaissez pas, chères dames, chers messieurs, vous avez un problème. Ça veut dire qu'il y a vraiment une difficulté dans votre relation et il faut vraiment faire quelque chose avec. L'enfant arrive et devrait arriver dans cette ambiance plutôt chaleureuse et amicale entre les gens. Donc, faites un petit check-up. Comment vous êtes l'un avec l'autre? Comment va votre communication? Est-ce qu'il y a cet échange ou c'est plutôt chacun pour soi et chacun fermé avec ses propres émotions dans son coin? Et là, une fois vous allez partager vos peurs, vos craintes, vos besoins, vos attentes. Vous pouvez trouver vraiment votre façon de confronter ensemble cette situation difficile. Et là, des choses très simples. Trouver un petit roue de secours. Quand il y a cette question pas discrète ou cette situation difficile, l'annonce de la grossesse, pose-lui la main sur les bras ou sur l'épaule. Fais une petite clin d'œil ou dis-lui, ah chérie, viens dans la cuisine, j'ai quelque chose à te dire, pour lui donner la chance de réagir dans son coin, dans la façon plus intime, de prendre un peu l'espace, de prendre un peu de recul. Vous êtes vraiment là l'un pour l'autre. Donc, trouver tous ces petits signes aussi pour s'échapper, pour dire, oula, c'est le moment de partir. Ça, c'est important aussi. Et dans les couples, on oublie ça hein, dans les parcours PMA. On est tellement pris par toutes ces émotions, ces hauts et bas, et cette médicalisation de tous les parcours que les couples en souffrent. Donc, peut-être vous avez perdu cette énergie entre vous, mais là, on a les mythes de la relation, ce qui peut vous aider à vous retrouver de nouveau, même si c'est vraiment froid entre vous et ça fait des années ou des mois que vous n'avez pas la communication facile entre vous, que peut-être il n'y a même pas la vie sexuelle entre vous, la vie intime. Ce qui aide, c'est travailler bien sûr pendant les ateliers au cabinet, mais sans même demander l'aide d'un professionnel. Revenir à ce qu'on appelle les mythes de la relation. Les mythes de la relation, c'est ces moments au début, quand on s'est rencontrés, cette énergie entre lui et elle qui nous a connectés. Pourquoi, parmi des milliards de personnes sur la planète, il a choisi moi? Pourquoi moi? Pourquoi il a attiré mon attention? Vous voyez, donc il y a vraiment toujours quelque chose de très sympa au début. Et en général, on ne se met pas ensemble quand au début, ben,
C'est vraiment tragique. Au début, il y a toujours cette énergie assez sympa. Prenez des albums photos et regardez, vous, au début de la relation, qu'est-ce qui était sympa? Comment était votre communication? Qu'est-ce qui était possible? La relation, votre relation, elle est unique. C'est pas seulement lui plus elle. La relation, c'est un être à part. C'est vraiment ce mélange de lui et elle qui crée cette nouvelle vie. On voit la relation comme vraiment quelque chose exceptionnel, extraordinaire, qui est créé seulement parce que toi et toi, vous existez. Avec une autre personne, ça ne sera pas la même relation. Et n'oubliez pas que vous êtes dans la même équipe. Donc, pour finir, vous avez toujours au moins des options à l'approche des fêtes de Noël. Partagez les difficultés, tout ce que vous ressentez, partagez avec les autres ou gardez pour soi. C'est toujours un choix. Ce n'est pas une obligation d'aller exprimer, s'ouvrir, montrer cette petite place très vulnérable en soi. Mais c'est important que vous puissiez trouver la meilleure solution pour vous tant que couple. Pas seulement la meilleure pour madame, la meilleure pour monsieur. Mais pour votre relation, c'est mieux d'en parler ou c'est mieux de plutôt ne pas toucher, ne pas s'approcher de ces terrains difficiles. Voilà. Bien, ben, merci Johanna. Si des personnes ont des questions, ben, c'est le moment de nous les envoyer. J'en ai reçu une qui me demandait si ce serait possible de revoir ce webinaire en replay. Oui, bien sûr, il sera d'ici quelques jours sur tous nos réseaux sociaux, le temps qu'on fasse un petit montage, qu'on coupe la partie du début où on a eu un peu de mal à afficher le plein écran. Pendant que les gens préparent les questions, s'ils en ont, Johanna, je crois que tu as prévu prochainement un atelier. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cet atelier et comment y participer? Oui, oui. Et là, je vous ai déjà donné ou plutôt ouvert plein de questions. Donc, trouvez vos réponses. Maintenant, c'est le travail que vous pouvez faire à la maison. Mais si vous voulez vous arrêter et encore plus approfondir les sujets liés avec la communication dans les couples et comment renforcer cette couple, je vous invite chaleureusement à un atelier qui va durer autour de 2 heures, 2 heures et demie, 29 décembre. Donc, on va faire à l'ancienne. Il y a mon mail, mon numéro de téléphone. Donc, si vous voulez vous inscrire, contactez-moi. Si vous avez des questions, contactez-moi. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet projetfertilité.fr. Pour les personnes qui participent à cet webinaire et qui font partie des Cigognes de l'Espoir, je proposais un prix plus petit, plus bas que celui que vous allez voir sur les sites. Donc, juste faites un petit mot que vous faites partie des Cigognes de l'Espoir. Et pour celles qui ne sont pas en couple, mais qui ont quand même besoin de travailler autour de cette force intérieure pour confronter le monde extérieur. Donc, toutes les questions difficiles, les mondes de travail, les copines enceintes, mais aussi les émotions en elles, de la jalousie, de la colère ou de la honte. Mais là, c'est un atelier pour les femmes solo qui sera un peu plus tard, en janvier. Voilà. Ce sont des ateliers en ligne. Je vais couper le plein écran pour qu'on te revoie un Mhm. petit peu directement. Voilà, ce sont des ateliers donc qui seront en ligne. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc, Johanna, bien sûr, bah, son cabinet est au soleil, elle a de la chance, elle est à la Mm. Colle-sur-Loup, près de Nice, mais il faut quand même préciser que tu consultes, bien sûr, en vidéo, par visioconférence, si les gens veulent y participer en temps normal. Oui, 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 ça fait plusieurs années, je travaille en ligne. Il y a des côtés
qui sont plus difficiles, mais c'est un outil très pratique pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, et ce n'est pas seulement à l'occasion d'ateliers, ça peut être pour différentes Tout à problématiques fait. Oui, liées oui, à j'ai fait l'infertilité. thérapie. Donc, on va rappeler très rapidement ton mail, bien sûr. C'est donc contact@projetfertilité sans accent, hein, tout attaché.fr. Il y a un numéro de téléphone pour te joindre, donc c'est le 06, Je ne sais pas, ça ne se voit plus, mais c'est non? 06 50 94 70 14. Et puis pour tous ceux qui voudraient rencontrer en vrai Johanna, elle participera à notre réunion d'information à Nice le 13 janvier. Elle sera là, donc vous pourrez la rencontrer, discuter avec elle, avoir un rendez-vous pour parler de vos différents soucis ou problèmes. Et donc, vous pouvez vous inscrire pour ça en allant sur le site des Cigognes, événements, et vous verrez la page relative à cette réunion du 13 janvier, puisque nous venons à peu près une fois par an à Nice. Y a-t-il Et donc des questions? Pour l'instant, je ne vois pas particulièrement de questions, donc c'est que tout était parfaitement clair, hein. Les gens en plus pourront éventuellement te les poser, j'allais dire en privé, en t'envoyant bien sûr, un il y a aucun email. problème. Moi, j'aimais bien juste dire deux mots par rapport aux réunions que tu organises, Philippe. Vraiment, c'est une occasion, à part de rencontrer bien sûr des cliniques et avoir beaucoup d'informations, pour moi, c'était toujours une occasion de se rencontrer entre les gens. Et Bien c'est sûr. tellement important de ressentir qu'on n'est pas tout seul avec ces difficultés. C'est vrai. Et on est toujours très souvent au fond du trou en se disant, je suis la seule au monde, pourquoi ça m'arrive? Et pourtant, l'infertilité, ça touche, d'après certaines statistiques, un couple sur quatre. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Le dernier rapport officiel hein, commandé par le gouvernement Oui, en 2022, ce rapport est sorti donc il y a très peu de temps, oui. un an, précise qu'en France sont concernées 3 300 000 personnes. Wow. C'est Mm. donc vraiment très, très important et c'est devenu un problème de santé publique. Même si pour l'instant, on ne peut pas dire que le gouvernement et les pouvoirs publics aient fait grand-chose à ce niveau-là, ils ont pris conscience que c'était un vrai problème et que sinon la population allait vieillir et diminuer. Mm. Bien, bah écoutez, il me reste à vous remercier tous et plus particulièrement Johanna d'avoir participé à ce Avec plaisir. webinaire et bien sûr, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir Merci. Au et à revoir. bientôt.